Bonjour à tous et meilleurs vœux. Donc sur l'AMI Sequoia, effectivement, on en avait parlé lors de la dernière commission. Suite à la réunion avec le SDES, où il y avait d'autres collectivités sur le territoire, il avait été convenu qu'on ne candidatait pas, et des nouvelles informations au début janvier qui a fait en sorte qu'on candidate et qu'on propose une candidature aux côtés de la collectivité Cœur de Savoie notamment. Donc les délais sont très courts, c'est pour ça qu'on vous a sollicité ce lundi pour connaître vos projets sur vos communes. Et faites-nous remonter toutes les infos et après on triera nous de notre côté, on verra ce qui peut être éligible ou pas. Merci à toutes les communes qui ont déjà répondu. Il y en a j'ai eu 20% de réponses, donc c'est plutôt pas mal. Donc on fait le point de manière très régulière avec les autres collectivités du territoire qui se sont engagées à répondre pour le 29 janvier, donc Cœur de Savoie et certainement la mairie de Modane. Voilà pour ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions J'ai eu quelques communes au téléphone cette semaine pour détailler un peu leurs projets. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. On peut peut-être en profiter, prendre 5 minutes pour le faire là directement. C'était clair pour tout le monde et tout le monde a bien reçu le mail? Bah, apparemment, c'est bon, Adrien. Tu as été clair dans ton mail. Oui, oui. Non, pour Cage, la première ligne, rénovation de l'école, mais nous, on a terminé tout ça. Non, c'était la première ligne du tableau, c'était juste un exemple en fait. Ah, c'est un exemple, oui, ouais, d'accord. c'est juste un exemple. Excuse-moi. Ah ouais, c'est bon. Bon, et ben, si vous n'avez pas de questions, on va démarrer. Alors, ça va peut-être pas être la commission la plus, on va dire, dynamique et participative de l'année, parce que du coup, ben, dans le cadre un peu réglementaire, je vais vous demander en fait de valider les fiches actions qu'on a rédigées avec Géraldine pour les axes 2, 3 et 4, donc celles qui concernent notre commission. Donc, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'on fait comme la dernière fois? Est-ce que avec Géraldine, on les lit les unes après les autres, puis vous faites vos remarques? Je ne sais pas. S'il y en a qui veulent faire des propositions, n'hésitez pas. Alors, du coup, sur le premier axe, qui est la maîtrise des consommations énergétiques et leur impact. Du coup, je vous avais fait passer 2 fiches actions, la 2.1 et la 2.2.1. Il me reste encore 2 à vous faire passer. Je voulais y travailler cette semaine. J'ai pas eu le temps sur ces 3 jours-là. Mais du coup, je vous les ferai passer par ailleurs et puis on les validera, mais de manière, voilà, je ferai un mail et puis vous regarderez et puis vous ferez votre tour. Donc, du coup, la première fiche action, elle est sur la mobilisation des entreprises, essayer de les accompagner en fait à la réduction de leur consommation énergétique, parce que notamment sur l'industrie, vous le savez, c'est le premier secteur le plus énergivore de notre territoire. Voilà. Donc, à savoir qu'en amont de cette fiche action, j'ai eu des échanges avec la CCI. Je devais en avoir avec la CMA, mais le rendez-vous a été repoussé. Et puis aussi avec Aura Entreprises pour savoir ce que eux, ils proposaient aux entreprises de notre territoire. Donc, l'idée, là, c'est de promouvoir tous les dispositifs qui sont existants, parce qu'on se rend compte que les entreprises, elles reçoivent beaucoup d'informations, elles ne sont pas forcément au courant de ce que font, en fait, les chambres consulaires sur ces questions-là, notamment la CCI qui propose une visite énergie. Alors, ça sera peut-être pas miraculeux, parce que la CCI, ils ont une personne à mettre à disposition de toute la Savoie et de la Haute-Savoie. Donc, vous imaginez bien que c'est un peu compliqué pour cette personne de se démultiplier. Voilà. Ensuite, il y a un travail aussi à avoir avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui m'ont fait d'ores et déjà remarquer qu'ils ont de plus en plus d'entreprises qui se posent des questions sur l'isolation de leurs locaux, sur la mise en place d'énergie renouvelable, sur la diminution de leur consommation énergétique. Donc, du coup, l'idée, c'est de les rencontrer pour voir comment on pourrait travailler ensemble pour répondre et apporter la meilleure des réponses aux entreprises. Voilà. Et pareil, il y a un travail avec la CCI et la CMA qui pourrait aussi être relais d'information de tout ce qu'on mettra en place vis-à-vis des entreprises de notre territoire. Ensuite, il y avait la réflexion. Alors, je l'ai mis en rouge parce que je ne suis pas forcément convaincue du concept. Hein. C'est le bureau d'études qui nous avait proposé cette solution. C'est la réflexion à l'élaboration d'une charte territoriale d'amélioration qui serait basée sur une norme qui est la ISO 26000
et sur un label qui s'appelle le label Lucie. Alors, c'est une charte territoriale d'amélioration qui est très, très détaillée et un peu quand même, techniquement et dans l'opérationnel, un peu compliqué à mettre en place pour les entreprises. Donc, du coup, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Je sais que j'ai vu que Madame Pedrissa, elle était connectée et elle m'avait fait savoir qu'on pourrait peut-être travailler sur une charte plus ciblée Arlisère et l'élaborer nous-mêmes sans forcément avoir appel à un label ou une certification. Donc, est-ce que vous pensez que l'élaboration d'une charte territoriale pour les entreprises, c'est une bonne chose? On pourrait aussi imaginer que dans nos marchés publics, les marchés publics qu'on passerait, on pourrait mettre comme critère qu'il faudrait que les entreprises elles respectent la charte qu'on a mis en place. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires là-dessus. Hubert Mastro, la mairie de Gilles, vous m'entendez? Oui, très bien. Juste, si vous vous coupez d'une norme ISO, derrière, en termes de développement, en termes d'avenir, on ne sait pas comment ça peut. Parce qu'on peut avoir des partenaires bien plus lointains que le périmètre du département, on va dire de l'arrondissement Arlisère. Donc, les systèmes ISO, ils ont été faits pour rentrer dans un cadre et pour qu'il puisse y avoir des connexions à l'infini, quoi. Voilà. Ok. Mais est-ce que du coup, c'est pas trop, on n'en demande pas trop, quoi. Moi, c'est ça qui me fait un peu. C'est lourd. Dès qu'on rentre dans un système ISO, c'est lourd, c'est des procédures, c'est des choses à respecter. Il faut toujours être dans le cadre, mais il faut savoir que de plus en plus, que ce soit le monde industriel ou d'autres, on travaille comme ça. Maintenant, pour démarrer, peut-être que c'est un peu trop lourd. Effectivement, je le conçois. Mais derrière, on ne pourra pas aller bien loin si on ne rentre pas là-dedans. Ok. À creuser, hein? Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors ensuite, sur cette fiche, il y avait aussi accompagné les artisans et les commerçants qui ont des vitrines sur le territoire à la réalisation de diagnostics éclairage et de les conseiller de manière plus, on va dire, efficiente sur la mise en valeur de leurs vitrines et la réduction de leur consommation d'énergie. Et pareil, là-dessus, la CCI, elle propose aussi des choses. Voilà. Ensuite, il y a sensibiliser les entreprises à l'impact du stockage des données informatiques. Il y a la création, pourquoi pas, d'un éco-défi, justement, en continu avec peut-être l'attribution, justement, d'un label territorial pour, on va dire, mettre en valeur les entreprises qui font le plus d'efforts. Et puis, ça permettrait aussi peut-être de donner des bons exemples à celles qui, aujourd'hui, font pas grand-chose. Ensuite, d'organiser des temps d'échange thématiques sur les zones d'activité qui peuvent être portées par l'agglo, mais pas que. Je pense qu'il y a encore certaines zones d'activité qui sont sur les communes. Enfin, je suis pas très sûre, mais voilà. Et l'idée, c'est de faire peut-être des réunions thématiques sur des sujets comme l'éclairage performant, comme la rénovation de bâtiments, comme l'installation de panneaux solaires sur les toitures ou autres, la géothermie. Enfin, d'avoir des réflexions à l'échelle de la zone d'activité, même un peu plus. Proposer des temps d'animation, même de formation aux entreprises des zones. Je sais que ça se fait sur d'autres territoires et que ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'était une proposition. Donc là, j'en ai fini avec cette fiche action. Du coup, je ne sais pas, est-ce que vous avez des remarques? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on ajoute? Ou est-ce que c'est bon comme ça? Ok, et ben je poursuis. Donc, renforcer le suivi et multiplier les contacts du guichet Habitat. Donc, vous savez, le guichet Habitat, c'est notre plateforme de la rénovation énergétique un peu élargie à d'autres dispositifs que peuvent être l'ADIL, qui donne des informations plutôt juridiques et financières, et puis aussi Solia, qui est notre opérateur ANA, qui donne des aides à la rénovation énergétique également pour les personnes sous conditions de ressources. Donc aujourd'hui, l'objectif pour 2026 dans notre plan climat, c'est 3600 logements rénovés, donc que ce soit du parc public ou du parc privé. Donc là, dans ces fiches actions, il y avait participé à la définition et à la mise en place du SPPEH. Donc c'est déjà ce qu'on est en train de faire avec le département, parce que je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine commission, certainement, puisque ça avait été une des demandes de Simon Ouvrier-Buffet de présenter un peu les dispositifs et l'accompagnement des particuliers à la rénovation énergétique. Et du coup, là, l'idée, c'est de travailler avec toutes les collectivités de Savoie sur un outil, en fait, qui soit commun à chaque territoire
Et Arliser, pour sa partie, porterait l'aspect plutôt accompagnement à la rénovation énergétique des particuliers, par exemple la visite à domicile, l'élaboration de diagnostics et autres. Voilà. Donc, il y a renforcé aussi le suivi et multiplier les contacts du guichet Habitat. Donc, c'est poursuivre ce qu'on fait en essayant encore de l'améliorer, de s'améliorer pour avoir de plus en plus de particuliers qui viennent nous rencontrer. Donc, communiquer davantage par la diffusion d'une campagne d'information, puis l'organisation d'événements spécifiques comme la valorisation de chantier, utiliser les bulletins d'infos municipaux, les panneaux explicatifs devant des bâtiments qui auraient été rénovés sur le territoire. Ça peut être de l'info sur les sites internet. Enfin, il y a plein de choses à faire, je pense. Ensuite, il y a mettre en place un outil de suivi des contacts parce qu'aujourd'hui, on fonctionnait avec un tableur Excel parce que notre opérateur, donc c'est l'ASDER sur cette question-là de la plateforme de la rénovation énergétique. Et c'était tout sauf simple dans le suivi d'avoir un tableur Excel. Donc là, normalement, avec le SPPEH, on va avoir accès à un outil de suivi qui est régional et même national, qui est porté par l'ADEME. Donc, c'est quelque chose qui va bien nous aider. Donc ensuite, il y a l'idée d'aller à la rencontre des maires et des secrétaires de mairie pour leur présenter ce qu'est notre guichet Habitat dans sa globalité, pour que en mairie, les élus, comme le demandait Simon, puissent donner l'info aux administrés. Ensuite, il y a proposé donc des visites à domicile pour échanger avec les particuliers sur les travaux envisagés et leurs habitudes, pour réaliser des mini-diagnostics, pour leur permettre d'avoir un conseil qui soit clair et objectif. Donc ça, c'est des choses qu'on fait déjà plus ou moins, mais qu'on souhaiterait pérenniser dans le temps. Ensuite, il y a valoriser l'autorénovation, ce qu'il faut savoir que sur notre territoire, la plupart aujourd'hui des rénovations, elles sont quand même beaucoup faites en autorénovation, surtout sur on va dire les bâtiments, enfin les maisons individuelles. Ensuite, il y a poursuivre l'accompagnement des copropriétés, donc réfléchir pourquoi pas à la création de ce qu'on appelle un coach copro, qui peut faire un état des lieux de la situation des copropriétés et sensibiliser à la rénovation et à l'accompagnement des travaux. Voilà. Ensuite, il y a fédérer les professionnels de l'immobilier, les notaires, le secteur bancaire, parce que c'est tous des acteurs en fait qui gravitent autour de la rénovation énergétique. Et on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément au courant de ce qui est porté par le territoire. Donc, c'est aller à leur rencontre pour essayer de vendre un peu notre dispositif et qu'ils l'intègrent et qu'ils fassent de la communication quand ils rencontrent des particuliers. Donc, travailler aussi avec les communes pour qu'elles prennent en compte en fait la rénovation énergétique dans les règlements de PLU, parce qu'on se rend compte que des fois, il y a des gens qui viennent nous voir et puis c'est pas possible derrière parce que dans le PLU, il y a des choses qui sont contradictoires. Donc, sur cette question de l'urbanisme, il faut savoir qu'on devrait avoir une stagiaire qui devrait arriver au mois d'avril et qui va travailler sur l'intégration de la transition écologique dans les documents d'urbanisme. Elle va travailler à l'élaboration d'un petit guide à destination des communes. Qui, quand elles révisent des PLU, elles pourront regarder un peu ce qu'il y a dans ce document pour intégrer des articles dans les règlements. Ensuite, il y a encourager le remplacement des chaudières full par des systèmes plus performants et moins polluants. Donc ça, c'est en lien avec la fiche action que je vous enverrai sur la qualité de l'air. Voilà, donc je ne sais pas si par rapport à ça, vous avez des remarques. Je suis désolée, j'essaye d'aller un peu vite parce qu'on a une quinzaine de fiches à valider. Alors attendez, on va vous donner le micro, parce que sinon personne ne vous entend pas. On a Monsieur Lavoine aussi qui est avec nous, on a oublié de le dire. Bonjour à tous, bonne année à tous. Donc pour les communes, on parle de PLU, bon ça c'est une chose. Et puis aussi on a les architectes et consultants. Ouais. Qui pourraient éventuellement être consultés, qu'on pourrait voir et puis. Mais je pense que oui, déjà prendre en compte certaines données dans les orientations des bâtiments, mais ça pourrait être bien dans la boucle. Ouais. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais sur la première partie de plateforme, parce qu'on a déjà fait 3 ans, on avait travaillé avec les architectes consultants. On leur avait proposé un petit temps d'échange, d'animation pour leur présenter le dispositif. Donc, on pourrait le refaire parce que je crois qu'il y en a quand même beaucoup qui ont changé. Donc, on peut le rajouter, ouais, effectivement. Oui, Michel Chevalier, mairie. Bonjour, Michel. Je pense qu'il faudra accompagner les professionnels sur la référence amiante aujourd'hui pour pouvoir travailler en réhabilitation thermique. Il
faut que les professionnels aient une référence, je ne sais plus comment elle s'appelle, sur l'amiante. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Donc aujourd'hui, elles sont par rapport, par exemple, à la CM4V, elles sont éliminées d'office parce qu'elles n'ont pas cette référence. Donc il faudrait bien faire une information à tous ces professionnels qui travaillent dans la réhabilitation pour leur expliquer ce que c'est la formation référence amiante. Ok, je me le note. Merci. Mais je pense, oui, James, je pense que c'est hyper compliqué, hein. Moi, j'ai connu ça et à mon avis, il y a beaucoup d'artisans qui ne voudront jamais y aller, hein. Oui, mais parallèlement à ça, il y a des entreprises spécialisées dans le désamiantage, dans le non, mais désamiantage. c'est pas pour enlever l'amiante, hein. C'est pouvoir travailler dans des lieux amiantés. Elle ne touche pas l'amiante. Ouais, ouais. C'est pour enlever l'amiante. Ah, d'accord, ok. Des lieux amiantés. Oui, c'est comme une habilitation électrique, quoi, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Ok. Ok. Je note tout ça. Très bien. Et du coup, potentiellement, si c'est vraiment compliqué, on pourrait imaginer aussi de se renseigner auprès des chambres consulaires, etc., pour peut-être organiser des formations ici sur le territoire. Ça peut peut-être être plus facile pour les entreprises. Enfin, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, si vraiment c'est bloquant pour les entreprises. Je vais me renseigner. Donc ensuite, il y a l'axe 3 sur le développement de la production d'énergie renouvelable. Pardon. Donc là, je vais vous présenter un grand nombre de fiches actions. Du coup, la première, c'est réaffirmer le rôle de l'AGLO dans sa fonction d'information et d'animation au sujet des ENR. En étant en territoire TEPOS, on se doit aussi de mettre en place des choses et de mettre en avant ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire et d'accompagner les acteurs de notre territoire. Donc, l'objectif visé en 2026, c'est une production renouvelable et locale de 256 gigawattheures par an. Donc, c'est toute filière confondue. Donc, c'est valoriser les retours d'expérience sur le territoire. Donc, parce qu'on le voit, il y a des choses qui sont faites sur le territoire. Donc, c'est les mettre en avant, les mettre en lumière, comme on a pu le faire pendant le webinaire solaire sur ce que fait, par exemple, Ugine sur ses toitures. Mais ça peut être aussi sur le bâtiment Sésame, il y a de la géothermie de nappe. On pourrait envisager de mettre en place des visites de sites pour donner envie. Voilà. Ensuite, il y a mettre en œuvre une politique de communication, donc basée sur l'échange, promouvoir aussi les animations participatives, les forums, pour que la population elle soit aussi dans la boucle et qu'elle prenne conscience de tous ces éléments-là, sachant que sur les énergies renouvelables, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une nouvelle réglementation qui va sortir, la RE 2020, réglementation environnementale 2020, et elle est quand même assez contraignante et il va y avoir des objectifs, notamment sur la production d'énergie renouvelable des nouvelles habitations. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à mettre en œuvre. Ensuite, c'est faire monter en compétence les acteurs du territoire, donc sur les projets d'énergie renouvelable, donc mobiliser les communes, les entreprises, les citoyens, les associations, pour voilà, travailler sur des projets, le financement de projets, aussi peut-être montrer qu'il y a aussi possibilité de faire des montages participatifs, enfin voilà, un peu travailler là-dessus. Et ensuite, il y a accompagner aussi les logements dans leur changement de vecteur de chauffage. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de chauffage, il y a beaucoup de logements qui sont chauffés au fioul chez nous. Donc, c'est informer voilà, les propriétaires des aides qui peuvent exister, des solutions. Donc, pourquoi pas peut-être faire, je sais pas, des points sur vos sites internet ou même envisager des réunions publiques ou de faire des webinaires comme on peut le faire avec les habitants pour les informer de toutes les aides qui existent pour les aider à changer leur mode de chauffage. Donc ensuite, je ne sais pas si vous avez un commentaire là-dessus. Pardon. Donc ensuite, développer les réseaux énergétiques en concordance avec les objectifs de production. Donc ça, c'est pour répondre un peu au S3 RENR qui n'est pas très folichon sur notre territoire, on va dire. Donc, c'est l'intégration des objectifs du PSAT dans la stratégie départementale et régionale, identification des secteurs propices à l'autoconsommation, identification précise des besoins de développement du réseau électrique. Donc, c'est essayer de mener une étude approfondie du besoin de développement du réseau électrique dans les cas de raccordement supplémentaire d'énergie renouvelable de faible ou moyenne puissance, afin d'optimiser la puissance de raccordement. Donc là, ça va être un travail avec RTE et Enedis qu'il va falloir qu'on mène.
faire remonter aussi nos objectifs PSAET au niveau du département et de la région dans le cadre de la mise à jour du schéma régional de raccordement au réseau des ENR. Donc, à savoir que dans le cadre de la consultation qu'il y a eu en ligne avec RTE, on a déjà fait remonter toutes les informations. C'était une remarque de M. Combaz lors d'une dernière commission là. Et du coup, j'avais aussi demandé à la centrale villageoise qui est en train de se monter, enfin l'association Arly Solaire, de faire remonter en fait les peut-être projets qu'elle allait développer dans les prochaines années, parce qu'on sait aujourd'hui notre réseau il est quand même pas favorable à beaucoup de production. Voilà. Et ensuite, c'est renforcer les échanges avec les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille quand même très peu avec ces gens-là, quoi. On a peu d'interactions. Donc ensuite, c'est identifier des secteurs où il faudrait plutôt privilégier l'autoconsommation, parce qu'on le sait, le réseau, il va pas forcément permettre de mettre de la production ENR, voilà, parce que trop le fil, enfin c'est pas le fil, mais il n'y a pas assez de capacité de raccordement. Donc du coup, c'est peut-être déjà identifier des zones avec Enedis où c'est compliqué et où on pourra pas en faire, pour éviter de vendre des choses aux usagers qui sont vraiment pas possibles à mettre en œuvre, quoi. Donc ensuite, c'est participer à la planification des travaux sur le réseau électrique et exiger une transparence sur la planification des travaux et le renouvellement du réseau en cas de vétusté des ouvrages, synchroniser les travaux de consommation avec les travaux de production, analyser la possibilité pour la collectivité de porter des ensembles de demandes de raccordement. Ça, apparemment, ça se fait de plus en plus auprès d'Enedis. Travailler avec Enedis sur une interface parallèle au cadastre solaire qui permet aux utilisateurs de visualiser facilement le niveau de complexité technique du raccordement électrique. Donc ça, pareil, on est en discussion avec Citelia, parce que maintenant, dans le cadre du cadastre solaire, ils peuvent intégrer cette partie-là au cadastre qui est déjà existant. Ils peuvent rajouter une interface pour que justement le particulier, l'entreprise qui se connectera sur notre cadastre, elle puisse regarder aussi si son raccordement est complexe ou plutôt facile. Donc pareil, je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à cette fiche action. Ensuite, il y a recenser les professionnels et s'assurer que l'offre corresponde à la demande. Donc, c'est essayer d'avoir un annuaire des professionnels qui ont réalisé des travaux et des installations performantes sur notre territoire. Donc, c'est effectivement rencontrer les professionnels du territoire, leur faire part des projets qu'on pourrait avoir et puis voir s'ils sont capables éventuellement de répondre aux marchés qu'on pourra lancer. Donc, mettre en place un annuaire des professionnels, mettre en place éventuellement aussi une charte qui engage les professionnels à monter en compétences. Et si on voit qu'il y a un manque, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la formation, il serait peut-être utile quand on verra, voilà, il y a des manques. Alors, ça peut être effectivement sur les ENR, mais comme le disait Michel, on peut peut-être l'envisager aussi du côté rénovation. C'est de mettre en place des formations professionnelles qui vont là-dedans pour faire monter en compétences nos entreprises du territoire. Donc, pareil, je ne sais pas si vous avez des remarques sur cette fiche action. Oui, ça ne va pas faire double emploi avec la qualification RGE, qu'en fait, si on veut avoir les aides derrière, l'artisan ou l'entreprise qui va faire les travaux doit absolument avoir cette qualification. Et du coup, il y a une formation avec la qualification RGE? En fait, cette qualification RGE, elle est donnée par les services, je sais pas, les services de l'État, mais c'est justement pour avoir cette certification RGE, il faut mettre en avant un certain nombre de réalisations. Ok. On passe pas par une formation pour avoir le RGE. Ça passe par une formation et par des références. Ben, plus par des références que par des formations. Hein. Oui, aussi, oui. Mais donc, voilà, ça risque peut-être de faire double emploi avec cette qualification. Ok. Mais du coup, c'est vrai que si c'est pas de la formation, moi, ce que je trouve bien, parce que c'est vrai qu'on avait échangé un peu avec des entreprises qui étaient certifiées RGE au moment où on travaillait sur la plateforme de rénovation énergétique. Et c'est vrai qu'ils nous avaient dit que souvent, voilà, c'est un label, c'est en salle, on leur donne des infos, mais ils sont pas vraiment formés, quoi. Et parfois, ils sont même mieux formés par les personnes qui fournissent les matériaux qu'ils installent que par vraiment la labellisation RGE. Oui, sauf que pour avoir les aides, il faut la qualification RGE.
Mais ça serait complémentaire. Je veux dire, une entreprise qui serait RGE, elle, enfin, voilà, elle pourrait. Oui, avant. ouais. Voilà, ça serait peut-être en parallèle, quoi. Donc après, il y a communiquer autour du cadastre solaire et des toitures à fort potentiel auprès des habitants. Donc, dans notre objectif pour le PSAT en 2026, on vise 12 gigawattheures de production thermique et 57 gigawattheures de production photovoltaïque. Donc là, il y a une communication qui est à refaire sur le cadastre solaire. Je regardais les chiffres. L'année dernière, on a eu environ 900 connexions sur le cadastre solaire. Donc, voilà, c'est peu. Donc, je pense qu'il y a encore un travail à faire pour qu'on communique plus largement sur notre cadastre solaire. Donc, pourquoi pas voilà, des flyers, la page Facebook de l'Aglo, les panneaux d'information de co à Albertville, peut-être donner une information au moment des dépôts de permis de construire, informer aussi lors des permanences espace info énergie. Enfin voilà, il y a plein d'idées, mais peut-être communiquer davantage, parce qu'on l'avait beaucoup fait à la mise en ligne du cadastre et puis on l'a moins fait là, donc je pense qu'il y a quelque chose aussi à faire là-dessus. Ensuite, il y a accompagner les particuliers, donc pareil dans le cadre comme je le disais là, sur les permanences espace info énergie, on pourrait demander aussi à l'ASDER de donner de l'information aux particuliers pour l'aider dans ses démarches lorsqu'ils veulent mettre en route un projet. Donc, ça peut faire partie de ce qu'on va leur demander de faire. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, donc tester aussi le raccordement dans l'outil Enedis, parce qu'aujourd'hui, il y a un petit outil qui s'appelle Tester mon raccordement et c'est assez bien fait, enfin, pour l'avoir déjà testé. Donc voilà, mais après, comme on projette de l'avoir en direct sur notre cadastre, ce sera peut-être pas utile. Enfin voilà, il faut voir comment on avance sur cette réflexion-là. Ensuite, il y a participer au développement de la filière solaire, donc voilà, faire vivre le cadastre, animer aussi peut-être une conférence avec l'INES. Je sais qu'ils avaient prévu de le faire. Puis, enfin, c'est le département de la Savoie qui leur avait demandé de faire des réunions sur les territoires pour justement parler du solaire. Alors, chez nous, elle devait se faire à Albertville, mais avec tout ce qui s'est passé, je pense qu'ils sont pas allés au-delà. Je les avais contactés pour savoir où ils en étaient et pour l'instant, j'ai pas eu de retour. Donc, travailler aussi avec Enedis sur, comme je le disais, sur une cartographie avec des zones qui sont facilement raccordables, parce que comme je le dis, je trouve que c'est bien ce cadastre, mais il faudrait pas qu'on vende entre guillemets du rêve aux gens et puis qu'après derrière, ce soit impossible de le mettre en œuvre ou à des coûts qui sont exorbitants et où c'est pas la peine, quoi. Donc, j'aimerais bien qu'on rencontre Enedis pour le faire. Je sais qu'ils travaillent là-dessus avec Grand Lac. Donc, je pense qu'ils seront en capacité de nous proposer quelque chose aussi sur Arles-Air. Ensuite, réfléchir à comment on pourrait intégrer. Donc, ça, c'était une réflexion qui était née du dernier mandat. C'était un élu de Crévolan qui avait dit ça serait bien aussi qu'on ait des choses à annexer à nos PLU sur des zonages solaires recommandés, par exemple. Donc, voilà, ça peut être une idée. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques. Non, juste, c'est plus général sur la communication. On voit énormément de choses sur le net. On voit tout et n'importe quoi. Quand on parle de communication, on va dire un peu plus locale, il faudrait voir à se distinguer par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur le net, parce que les gens ne savent plus. Ils cliquent plus parce qu'ils retrouvent toujours. Tantôt c'est des démarches commerciales, tantôt c'est des choses comme ça. Et c'est hyper pollué sur le net. Donc il faudrait vraiment se démarquer en termes de communication. Ok, c'est noté. Et la communication via les dépôts de permis de construire ou via le service, des ADS, elle me semble pertinente. Ouais, c'est un bon axe. Parce qu'elle est ciblée. PLU, en fait. PLU communication, PLU permis, ouais. Là, t'en même temps. Ensuite, donc, il y a rencontrer les propriétaires qui disposent de grandes surfaces de toiture et d'un potentiel solaire. Parce que du coup, dans le cadre de notre plan climat, donc on a été accompagné par un bureau d'études, le bureau d'études AR, et puis par Citelia, qui est le bureau d'études qui a construit notre cadastre solaire. Et du coup, il faut savoir qu'ils ont identifié, alors pas de manière très précise, mais il y a 88 toitures qui ont de forts potentiels solaires, donc que ce soit public ou privé. Donc là, ce sera à moi de les voir, enfin de regarder ces toitures, où elles se situent. Et l'idée, ça serait d'aller rencontrer, enfin, de sortir d'un fichier, donc des surfaces de toiture qui sont intéressantes et avec un potentiel rentable,
et de tester donc le raccordement et de rencontrer ensuite les propriétaires qui sont concernés pour voir en fait ce qu'ils voudraient faire, s'ils ont déjà une idée, s'ils souhaitent faire des choses, enfin discuter avec eux pour voir ce qu'on pourrait construire ensemble et accompagner donc les propriétaires qui auraient envie d'aller plus loin dans ces démarches-là. Donc je sais pas, pareil, est-ce que vous avez des remarques? Donc, soutenir et accompagner le développement de sociétés citoyennes solaires. Donc là, c'est accompagner la création d'au moins une société citoyenne solaire avec l'émergence d'un projet. Donc, c'est communiquer autour des... Donc là, c'est vrai qu'effectivement, on pense à Arly Solaire, mais il pourrait y avoir d'autres projets. Communiquer donc sur les projets pour que eux, ça leur permette de trouver des bénévoles, des personnes qui ont envie de s'impliquer dans un projet de ce type. C'est la mise à disposition gracieuse de locaux pour organiser leurs réunions. De l'aide éventuellement à la communication, on leur avait déjà proposé. Étudier la mise à disposition aussi des toitures du patrimoine public pour les communes qui ne souhaiteraient pas y aller seules ou qui auraient envie de travailler avec l'association. La mise à disposition de notre outil cadastre solaire avec éventuellement pour par exemple les entreprises qu'on aurait pu rencontrer avec des toitures intéressantes mais qui ne veulent pas y aller, peut-être les mettre en contact avec Arly Solaire. Et accompagner aussi sur le montage, pourquoi pas, des dossiers de subvention, parce que c'est vrai qu'on est quand même à l'agglo habitué à ces dossiers, donc peut-être qu'on pourrait leur donner un coup de pouce s'ils en ont le besoin, et puis activer nos réseaux, voilà, pour qu'ils arrivent à développer au moins 1 ou 2 projets d'ici la fin des 6 ans du PCAET. Donc je sais pas, pareil, est-ce que vous avez des remarques? Oui, Michel Chevalier. Par rapport à ça, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt, faire bien entendu développement société citoyenne, mais faire également voir si on pourrait faire quelque chose avec Arlysère, la Seine, tout ça, et faire une sorte de société où les habitants pourraient rentrer dans cette société et à hauteur de même que 200 € et ainsi de suite, et avoir un nombre important d'habitants qui viendraient dans cette société, qui seraient là pour développer le solaire. Nous, sur Ugine, on veut faire une ombrière avec le GITEC. On veut créer une société où tous les habitants d'Ugine ou d'ailleurs pourront rentrer pour participer à cette nouvelle société pour créer l'ombrière. Ok. Alors ça, du coup, on pourrait l'intégrer, peut-être l'idée de travailler sur un modèle de financement de projet. Ça peut concerner n'importe quel type de projet. Du coup, ça pourrait être réaffirmer le rôle de l'agglomération dans sa fonction d'information et d'animation au sujet des ENR. Et du coup, on pourrait avoir un volet de réflexion sur le financement de ces projets. Tout à fait. Je le rajouterai là. Ok. Ça marche. Et ensuite, donc, il y avait identifier, quantifier et étudier les sources de chaleur fatales sur le territoire. Donc, parce que le bureau d'études nous dit qu'on a encore du potentiel. Voilà, à valoriser. Donc, c'est mobiliser les entreprises, les grosses entreprises de notre territoire qui ont des sources de chaleur fatale, identifier les usages aussi autour de ces sites pour voir ce qu'on peut faire de cette chaleur fatale. Du coup, c'est caractériser ensuite la faisabilité technique de récupération et l'usage qui sera associé à cette chaleur. Et du coup, profiter du retour d'expérience de la ville d'Ugine et du GITEC qui vont lancer des travaux prochainement pour raccorder le réseau de chaleur à l'usine et intégrer, que la chaleur fatale soit injectée au réseau de chaleur d'Ugine. Michel Chevalier, toujours. Il faudrait regarder aussi comment on peut réutiliser, entre parenthèses, la chaleur produite pour faire du froid par rapport à toutes les sociétés qui font du froid. Et cette, entre parenthèses, la chaleur qui est utilisée pour faire le froid dans les frigos, tout ça, se disperse dans l'air, voir comment on pourrait, pour celles qui font beaucoup de chaud au travers du froid, comment on pourrait récupérer cette chaleur, soit chez eux pour faire chauffer leur eau, soit pour chauffage, soit pour faire de l'eau chaude et ainsi de suite. Ok. Ouais. On regardera avec Adrien ce qui est possible de rajouter dans cette fiche action. Ouais. Il y a la cuisine centrale d'Albertville qui a mis au point, qui utilise cette façon de faire pour chauffer leur eau qu'ils utilisent à la cuisine. Ok. On essaiera de se mettre en contact pour savoir comment ça marche. Pas de souci.
Ensuite, il y a organisé des réunions de réflexion multi-acteurs autour des projets de micro-hydroélectricité, donc en mettant en avant le respect des écosystèmes et du cycle de l'eau, puisque vous savez, dans le cadre du PCAET, il y a aussi respecter l'impact qu'on peut avoir avec nos projets sur l'environnement. Et du coup, on s'est rendu compte, quand on a travaillé sur le plan climat, la stratégie, la concertation avec les acteurs, qu'il y a beaucoup de projets autour de l'hydroélectricité sur notre territoire. Et du coup, souvent, en fait, il n'y a aucune réflexion amont entre les acteurs du territoire et puis RTE, EDF, les syndicats d'eau. Et souvent, c'est notamment Sophie Le Cachet pour le SMBVA qui me faisait remarquer qu'elle est toujours un peu la dernière à être au courant de ce qui se fait. Et parfois, elle se rend compte qu'il y a des projets qui sortent parce que elle voit les pelles arriver sur le terrain. Donc, c'est un peu essayer de travailler là-dessus parce qu'elle nous disait qu'il y a des endroits où les cours d'eau ils sont déjà suffisamment turbinés et c'est pas la peine de rajouter une nouvelle centrale. Donc, c'est avoir un peu un regard là-dessus parce qu'on le sait aussi, l'eau sur nos territoires dans les prochaines années, ça risque de peut-être devenir problématique sur certains secteurs. Donc voilà, avoir un regard un peu là-dessus. Ce qui n'empêchera pas de développer des nouvelles centrales hydroélectriques s'il y a de la production, du besoin et si ça fonctionne et qu'il n'y a aucun problème par rapport à tous ces aspects environnementaux. Et ensuite, la dernière, donc, c'est accompagner l'émergence de nouvelles filières. On a parlé beaucoup. Pardon, excusez-moi. Oui. Magda Soquet de Crévolant. Est-ce que ce sera possible d'avoir le contact de Sophie Le Cachet, si j'ai bien compris son nom? Oui. Voilà, merci. Pas de souci. On peut la contacter à la mairie d'Ugine. Oui, elle est à la mairie. Ok, très bien, d'accord. Merci. Donc ensuite, j'ai accompagné l'émergence de la nouvelle filière parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de solaire, mais il n'y a pas que le solaire. Il faut un mix énergétique quand on construit un plan climat et un territoire TEPOS. Donc c'est travailler sur la géothermie notamment et puis peut-être un peu aussi sur l'éolien parce que apparemment on a du potentiel sur notre territoire. Donc c'est creuser un peu ces choses-là pour voir si ce qu'on nous raconte c'est vrai ou si on est hors jeu. Donc sur la géothermie, c'est développer 16 gigawattheures. Et puis sur l'éolien, éventuellement l'identification d'un site si on a du potentiel. Donc sur la géothermie, l'idée c'est d'établir une cartographie un peu comme on l'a fait sur le cadastre. Il y a les Bauges qu'on fait ça, peut-être pour l'adosser à notre cadastre, pour qu'à la parcelle on sache si on a du potentiel ou pas géothermique. Donc voilà, on peut imaginer un cadastre géothermique. Mettre en œuvre aussi des moyens de sensibilisation et de communication sur la géothermie auprès des usagers, des entreprises, de tous les gens qui ont envie de développer des choses. D'identifier les entreprises locales qui font de la géothermie et pour développer la filière localement. Et valoriser aussi donc, tous les retours d'expérience. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais le Sésame, voilà, on a de la géothermie de nappe qui fonctionne plutôt bien. Donc du coup, peut-être mettre en avant ces bons retours d'expérience. Et puis après, sur l'éolien, c'est réaliser une étude un peu plus précise des potentiels qu'on nous annonce sur notre territoire pour voir si il y a vraiment un potentiel ou si c'est pas la peine d'aller au-delà de ce qu'on nous dit et voir si en fait à Arlysère il y a réellement un potentiel éolien. Voilà. Même si au niveau de la réunion qui est hier avec la présentation du TEPOS 2, c'est ça, ils n'étaient pas, enfin c'était l'ADEME qui parlait là, la DDT. La DDT, ils n'étaient pas vraiment emballés par l'éolien, enfin ils étaient plutôt sceptiques même sur les capacités d'éolien sur le territoire, alors que même on a un document de la région Auvergne-Rhône-Alpes de 2018 qui dit qu'il y a quelque chose, si j'ai bien vu, c'est vers Tamier par là-haut en fait. Voilà. Ouais. C'est pour vous donner un peu les éléments, donc je ne suis pas sûr que ce soit... Enfin, on va le mettre parce qu'il faut faire d'autres types d'énergie, mais voilà, c'est peut-être pas non plus quelque chose sur lequel on va s'appesantir trop longtemps. Tout à fait. Ce qui est dommage, parce qu'on a une fabrique d'éoliennes à Villiers-sur-Isère, mais bon, c'est comme ça. On en mettra une pilote. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça? Parce que j'en ai fini du coup avec l'axe 3. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez qu'on traite, qu'on a oublié? Alors, ouais, juste, je continue sur l'éolien parce qu'il y a quand même quelque chose. C'est vrai que moi, quand on me parle éolien, j'imagine les grands champs d'éoliennes qu'on voit quand on
traverse la France et notamment l'Espagne. En fait, il y a des sujets d'éolien qui sont juste une éolienne raccordée. Alors, vous parlez des stations de ski pour alimenter, si j'ai bien compris, une remontée mécanique, ça m'étonnerait, mais au moins participer à l'énergie d'une remontée mécanique. Donc, ça peut être aussi des projets d'une seule éolienne sur un seul équipement. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, ça vaut peut-être le coup d'être creusé vu qu'on n'a pas beaucoup d'informations. C'est de chercher un peu voilà, à creuser cette thématique-là. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont des remarques, qui veulent ajouter quelque chose? Oui, pour l'énergie fatale, c'était Ugitech qui avait été consulté et peut-être qu'il y avait des possibilités. Est-ce que Framatome, qui est juste à côté, reprend également, parce que les enfants, il y a beaucoup de chaleur aussi. L'usine a besoin de faire du refroidissement, justement, pour des cours, peut-être qu'il y a une possibilité de faire quelque chose. Alors, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que du coup, sur le secteur d'usine, on invite toujours autour de la table toutes les entreprises du secteur. Et c'est vrai qu'il n'y a que Ugitech aujourd'hui qui répond à nos sollicitations. Et moi, je m'étais appuyée sur le technicien d'Ugitech justement pour rentrer en communication avec les autres. Mais pour l'instant, je suis absolument... Enfin, ils répondent pas du tout à nos sollicitations. Donc, pareil, je sais pas, du coup, Michel, sur Ugine, est-ce que vous avez des contacts? Est-ce qu'on pourrait être aidé là-dessus pour prendre contact avec les entreprises du secteur là-bas? Oui, on va vous donner les contacts, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. C'est vrai qu'à l'époque, je pense qu'on m'en avait déjà donné, mais ils répondent jamais à nos sollicitations, quoi. Donc, il faut juste savoir, oui, bien sûr qu'il faut les solliciter. Il faut juste savoir aujourd'hui qu'il y a certaines entités qui ont d'autres priorités parce qu'ils sont un peu chahutés par rapport à la période difficile. Et tout ce qui est projection de travaux, choses comme ça, c'est un petit peu mis sur le reculoir. Mais voilà, c'est juste une situation momentanée, on va dire. Oui, non, mais moi, c'est vrai que je les avais déjà contactés à l'époque. C'était en 2016 pour le TEPOS, le premier TEPOS. Et on les avait ressollicités avec Géraldine au moment du tout début du PSAET, quand on a fait les premières réunions. Donc, il n'y avait encore pas du tout de crise sanitaire. Et c'est vrai que déjà là, on avait peu de réponses. Et pourtant, on avait essayé de s'appuyer sur voilà, Ugitech pour essayer d'essayer de les contacter. Et ça avait pas beaucoup fonctionné, quoi. Donc voilà. Du coup, je vais laisser la parole à Géraldine parce que du coup, c'est elle qui a, on va dire, qui s'est occupée intégralement de cet axe 4. Donc, pour rappel, hein, comme vous avez sollicité Monsieur Burnier-Framboiré, il y a l'idée de construire un petit groupe de travail sur cette question de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu de retour d'élus qui sont intéressés pour travailler sur cette question. Donc, à la fin, là, on pourrait peut-être prendre 5-6 minutes pour voir qui voudrait travailler là-dessus et puis peut-être déjà programmer une réunion avec Géraldine pour échanger avant le printemps, puisque du coup, on a des échéances pour notamment nos désherbeurs thermiques. Donc, voilà. On a peut-être une adverbitoire. Ça, c'est une bonne idée. Je peux me Eh bien, bonsoir à tous et mes meilleurs vœux pour 2021. Alors, je vais vous présenter donc l'axe 4 qui s'intitule « Un territoire de vallée et de montagne s'adaptant au changement climatique ». Donc là, on est vraiment sur le volet d'adaptation. Donc, en fait, on a été amené à réfléchir à comment s'adapter aux effets, aux impacts du changement climatique sur le territoire. Donc, ça regroupe différentes thématiques. On a parlé de ressources en eau, on a parlé donc de patrimoine naturel sur le territoire et aussi donc des différentes activités présentes sur notre territoire, que sont le secteur du tourisme, le secteur agricole. On a parlé aussi d'urbanisme et aussi des déchets. Donc, c'est vraiment toujours avec ce regard sur l'avenir et avec un scénario, avec un climat qui change. C'est comment s'adapter au mieux et comment donc pérenniser ces activités dans le temps.
Donc, en fait, ici, on vous a remis le tableau avec les différents axes concernant l'axe de l'adaptation. Donc, je vais vous présenter essentiellement donc, les 3 premières fiches actions en lien avec le patrimoine naturel. Donc, voilà, ça permet d'avoir la globalité et de voir qu'on a traité donc, différents aspects que sont la ressource en eau. Donc, en fait, par thématique, ça a été vu dans chaque commission opérationnelle. Et ça a été vu aussi en lien avec les acteurs qui sont concernés, dont les syndicats de rivière, dont la Chambre d'agriculture. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, il y a eu déjà donc, un gros travail de fait en lien avec tous les acteurs et les services de l'agglomération. Donc, la première fiche action, elle s'intitule donc, en fait, dans un premier temps, ce qui est important à se rappeler pour notre plan climat Arles-Isère, c'est que on a la chance d'être sur un territoire qui est très riche au niveau donc, patrimonial et notamment au niveau donc, du patrimoine naturel vivant. Et c'est vraiment notre allié pour réduire, atténuer ces effets du changement climatique. Et ça, c'est vraiment important de renforcer, bien sûr, cette force, car donc, les écosystèmes naturels présents sur notre territoire jouent un rôle essentiel, vitaux, que sont donc d'améliorer toujours les capacités de stockage du carbone. Et ces écosystèmes naturels rendent des services au territoire, des services qui sont gratuits. Donc, c'est important de le rappeler, de le redire et de sensibiliser aussi l'ensemble des acteurs et des habitants du territoire. Car donc, ce qui est important de se rendre compte, c'est que plus des écosystèmes naturels seront en bonne santé, plus ils seront résilients et plus ils pourront rendre des services. Donc nous, ce qu'on propose dans cette fiche action, c'est déjà d'améliorer la connaissance de tout ce qui existe sur le patrimoine naturel, donc de notre territoire, et donc à travers un état des lieux. Donc, c'est déjà avoir cette vision globale de tout le territoire. Donc, sur le territoire, on a des espaces naturels qui sont classés donc, au niveau réglementaire. On a des arrêtés préfectoraux de protection de biotope. On a le parc naturel régional des Bauges. On a la réserve naturelle régionale des Saisies. Voilà, pour vous citer quelques exemples de ces espaces naturels qui sont classés avec un statut réglementaire de protection. Mais il y en a d'autres. Donc, en fait, c'est vraiment avoir déjà cette connaissance globale sur notre territoire, car voilà, si on améliore notre connaissance, c'est aussi pour mieux les préserver dans le temps. Donc sur le territoire, donc comme le disait Julie, c'est vrai qu'on a identifié vraiment la ressource en eau, où il y a vraiment un enjeu par rapport à la ressource en eau de demain, qui sera de plus en plus vulnérable. Et c'est vrai que les espaces naturels, ils jouent un rôle indéniable dans la ressource en eau. Quand on parle de zones humides, voilà, souvent c'est des termes qui sont classés juste du côté contraignant, mais il faut savoir que les zones humides jouent aussi un rôle très important pour le territoire, notamment toutes les zones humides, mais on a notamment un très gros réseau de zones humides d'altitude. Donc en fait, voilà, ce qu'on vous propose dans cette fiche action, c'est déjà améliorer notre connaissance de façon générale. Et ensuite, donc une fois qu'on aura identifié tous ces espaces naturels, on ne pourra pas on pourra pas mettre des actions derrière chaque espace naturel, mais en tout cas, c'est peut-être déjà un peu prioriser, mettre mettre en place des actions de préservation sur des espaces naturels qui sont peut-être en moins bonne santé, un peu dégradés, sensibles, fragiles, et voir comment on peut les préserver sur notre territoire. Donc, bien sûr, ça va se faire avec tous les acteurs du territoire. Ça va être déjà aller recenser les acteurs en lien avec le patrimoine naturel. On a différents acteurs sur le territoire déjà. On a l'ONF, on a les syndicats de rivière, on a des associations, on a différents acteurs. On a aussi le secteur agricole, le secteur du tourisme. Voilà. En fait, le patrimoine naturel est vraiment le support. C'est ça aussi qui est important à rappeler, c'est que le patrimoine naturel est aussi le support de nombreuses activités économiques sur le territoire. Donc, l'objectif, c'est essayer vraiment de fédérer les acteurs aussi
autour de cette thématique. Donc, on a également précisé, en fait, il y avait eu un plan d'action sur les zones humides qui avait été réalisé dans le Beaufortain, qui avait été porté par le syndicat de Rivière, donc notamment on a parlé de Sophie Le Cachet tout à l'heure. Et l'objectif, c'était d'aboutir un petit peu à des actions concrètes pour leur préservation. Donc voilà, ce plan d'action avait été mis un petit peu en stand-by, à voir si on redonne un petit peu une impulsion et à réfléchir pour l'étendre à d'autres zones humides du territoire. Voilà. Ensuite, on peut aussi étudier par différents outils de protection qui existent au niveau régional ou départemental, voir si on ne peut pas encore aller un petit peu plus loin, essayer de préserver à travers la mise en place d'un contrat vert et bleu. Je ne sais pas si vous en avez peut-être en tout cas peut-être entendu parler. Les trames vertes et bleues, c'est vraiment assurer les continuités dans les espaces naturels, donc que ce soit en cours d'eau, assurer une continuité écologique, que ce soit dans les réservoirs et les corridors écologiques, pour vraiment favoriser la circulation de toutes les espèces et bien sûr pour faire en sorte qu'ils se préservent dans le temps et assurer un habitat viable. Voilà, et aussi ça va passer par étudier les appels à projets, car il y a des appels à projets, peut-être aller chercher des subventions auprès de la région, auprès de l'Europe, pour voir, pour aller encore un petit peu plus loin. Et bien sûr, comme je le disais, donc ça se fait à travers des partenariats. C'est déjà recenser tous les acteurs qui sont présents sur notre territoire et essayer aussi de trouver des porteurs d'action, parce que l'agglomération, elle ne va pas pouvoir tout porter. Donc, c'est aussi un moment aller chercher des acteurs qui peuvent porter ces actions-là. Et après, le rôle de l'agglomération sera de soutenir, bien sûr, ces actions. Mais il y a plein de choses qui peuvent se faire. On a aussi le milieu scientifique, les universités. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en partenariat avec des acteurs. On a aussi des petites actions là, qui sont en train de se mettre en place sur le territoire. Par exemple, avec le parc naturel des Bauges, il y a eu une prospection naturaliste réalisée en 2020 et en 2021 sur 3 communes de l'agglo. Donc, sont la commune de Palut, Ténézol et Amondaz. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer cette connaissance naturaliste sur ces communes du parc. On s'est rendu compte que, voilà, au niveau du parc naturel régional, il y avait des lacunes au niveau des connaissances aussi, peut-être des relations. Donc, à voir comment on peut un peu renforcer ce partenariat. Et c'est aussi toujours voir pour intégrer des animations sur le territoire. Sur la thématique biodiversité. Voilà, on a un exemple sur la base de loisirs de Gilly-sur-Isère, intégré aussi, voilà, on parle d'économie d'énergie, on parle de gestion des déchets, on va rajouter aussi un petit peu des animations sur le patrimoine naturel. Voilà, et concernant donc le parc des Bauges aussi, c'est voilà, le parc des Bauges, c'est un parc donc, qui met en place différentes actions de leur côté. Donc, et sur le volet biodiversité, notamment, ils sont en train de revoir leur stratégie. Donc voilà, c'est suivre aussi ce qui se fait donc, du côté du parc. Et pour prendre un exemple assez récent, il y a la Tuffière de Plancherine. Donc la Tuffière, c'est un milieu naturel remarquable avec des cavités au niveau du karst calcaire. Et donc, ils sont en train de mettre en valeur cet espace et de l'ouvrir au public. Donc voilà, c'est suivre en fait tout ce qui peut se passer sur le territoire et valoriser aussi. L'objectif, c'est aussi de valoriser ce qui est positif pour le territoire, renforcer tout ce qui se fait. Et bien sûr, là où où il y a des faiblesses, aller voir comment on peut améliorer tout ça. Juste une petite question, la base de loisirs de Gilly, c'est où? C'est Grignon ou c'est Gilly? C'est Gilly. C'est la piscine alors. C'est la base de loisirs. Non, c'est Grésy. Ah, c'est une erreur, pardon. Je ne connaissais pas. On a Grésy. Non, mais c'est la base du loisir de Grésy, ouais, c'est une petite erreur. Ok, ça me va mieux. Merci, je corrige. J'ai vu qu'on suit. C'est bien. Super. C'est Grésy, mais je n'ai pas lu.
Et donc, la thématique du patrimoine naturel, bah, elle est transversale, elle est à la croisée de plusieurs enjeux et on l'a forcément intégré à nos documents d'urbanisme et le lien, bien sûr, avec la préservation du foncier. Donc, quand on a abordé, bien sûr, la question de l'activité agricole, on a parlé de préservation du foncier agricole, mais on n'a pas oublié, bien sûr, bah, le foncier aussi naturel. Voilà. Donc, c'est bien faire le lien avec tous les documents, les PLU, le SCOT, pour vraiment intégrer cette dimension. Et on a également proposé peut-être réfléchir aussi à de l'acquisition foncière d'espaces naturels remarquables, parce qu'il y a des organismes de gestion qui peuvent très bien prendre en charge un espace naturel et mettre en place des actions de gestion pour favoriser une meilleure gestion sur le long terme surtout. J'ai une petite question. Alors, je vais lire. Alors, je lis pour tout le monde. Alors, Magda Soquet-Juglar. Crévolant. Sur la RNR des saisies Val d'Arly, il y a eu aussi un recensement de la faune et de la flore afin d'enrichir une information déjà importante tout au long du sentier de la réserve et bien sûr de connaître. Oui, tout à fait. Merci de le préciser. Oui, c'est vrai. Il y a eu, en fait, sur la réserve naturelle régionale des saisies, du fait que c'est un espace qui est réglementé, il y a eu des études vraiment très poussées au niveau scientifique, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce volet aussi ouverture au public. Donc, il y a par exemple des animations très régulières avec un animateur qui est intervenu aussi dans les écoles du territoire. Donc, voilà, avec la demande, en fait, de certaines écoles, il n'y a pas de souci pour vraiment intégrer des animations de ce type dans un programme scolaire. Et pour info, Géraldine, tu participes aussi à la concertation sur… Oui, ça faut que j'en parle aussi. Et c'est vrai qu'il y a une étude là, en cours sur la réserve des saisies qui est très importante et intéressante pour le territoire. C'est qu'en fait, ils étudient le service écosystémique de la tourbière. Parce qu'en fait, voilà, la tourbière aux saisies, c'est une grande tourbière d'altitude qui est très importante, très riche. Et en fait, ils étudient notamment le rôle qu'elle joue sur le territoire, notamment en termes de services rendus, de services d'écosystèmes rendus au territoire, que sont par exemple le stockage de l'eau, le stockage du carbone et la restitution de l'eau sur le territoire, parce que souvent, la tourbière joue vraiment un rôle d'éponge et restitue l'eau de façon plus modérée. Voilà, donc, et cette étude, donc, je pourrais vous en faire part une fois qu'on aura un petit peu les grandes lignes, les grands résultats, pour vraiment prendre conscience de ce patrimoine. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, je peux passer à la deuxième fiche. Géraldine Murel-Perdrivet, AGI. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous entendez par organisme de gestion? Est-ce que ça inclut des associations, par exemple? Eh ben, j'ai bien pris en compte vos remarques. Julie m'a transmis vos remarques. Ça peut être des associations, sinon des organismes de gestion, ça peut être des conservatoires. D'accord. Les conservatoires d'espaces naturels, voilà, ils sont très bien placés. Mais ça peut être aussi des associations. Et j'ai bien pris note de votre exemple avec le Vercors. Oui, ça marche, merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas de remarques, questions, je peux passer à la fiche numéro 2. Donc là, on est vraiment, voilà, tout se rejoint, mais c'est sensibiliser la population sur la nature de proximité. Et voilà, c'est faire prendre conscience qu'on a un environnement remarquable et que voilà, ça ne sert à rien d'aller à perpète, qu'on a ça sous les yeux tous les jours et on s'en rend d'autant plus compte avec le contexte. Donc, l'objectif, c'est vraiment de cibler les écoles, les jeunes, bien sûr, les habitants au sens large, mais là, on peut cibler aussi davantage les écoles, les collèges et les lycées. J'ai rajouté aussi, Madame Pédirissé, j'ai rajouté les lycées. Donc, c'est vraiment de l'éducation à la nature. Et donc, il faut savoir qu'à ce jour, il y a un appel à projet au niveau du département qui peut aider justement des écoles qui voudraient aller dans ce sens
pour mettre en place des animations d'éducation à la nature dans leur programme. Et quand on parle, voilà, j'ai dit sensibiliser la population sur la nature de proximité en impliquant les communes aussi, bien sûr, hein, c'est aussi voilà, un premier acteur. Hein. Les communes, le réseau associatif, donc les enseignants, les professionnels du tourisme, bien sûr, les agriculteurs, voilà, et d'autres. Hein. C'est pas exhaustif, mais c'est essayer de sensibiliser largement. Et on se disait, pourquoi pas, pour essayer de faire quelque chose d'un peu ludique, pédagogique, pourquoi pas essayer de créer un petit blog ou peut-être on verrait sur le site internet de l'agglo une petite page spéciale biodiversité en valorisant des espaces proches de chez nous, proches de notre territoire, des espaces voilà, que les gens pourraient les découvrir. Et voilà, parce que plus on a envie de connaître, plus on connaît le milieu naturel, plus on a envie de le préserver. Donc c'est vraiment important. Donc j'ai parlé des établissements scolaires, donc je peux passer. Oui. Du coup, ça peut être là. Oui, dans le titre, hein, il y a réalisation d'un événement de sensibilisation annuel sur le territoire pour le grand public. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu allais dire après. De toute façon, j'allais le dire. Ouais, mais allez-y, allez-y. Et typiquement, ça arrive dans une autre slide un peu plus tard. À Albertville, on a créé le Festival des Jardins Alpestres il y a 3 ans maintenant. Alors, il n'y a eu que 2 éditions, puisqu'il y a eu une édition Covid qui a été blanche. Mais l'idée de ce Festival des Jardins, justement, ce n'était pas de créer un marché au plan classique qu'on trouve un peu sur tous les territoires, mais vraiment de créer quelque chose qui serait un outil de sensibilisation du public à notre territoire. Et quand je parle de notre territoire, c'est le territoire alpestre, et donc typiquement le territoire d'Arles-Isère. Les premières éditions ont été entièrement organisées par la ville d'Albertville pour démarrer, puisqu'il faut toujours démarrer. Mais l'ambition de ce festival, c'était vraiment justement de sensibiliser aux atouts de notre territoire, notamment dans le Beaufortain avec les zones humides ou la tourbière. Et c'était de dire, parce qu'il se passe, c'est un événement qui se passe toujours sur le week-end, alors, je sais jamais, c'est à Pentecôte, je crois, où il y a 3 jours en fait. On a typiquement 3 jours fin mai qui permet d'avoir des week-ends un peu à rallonge. Et l'idée, c'était de faire venir sur une ambition régionale, des gens à ce festival par une qualité de ce qui pouvait être proposé, mais également, une fois qu'on les avait amenés à Albertville, de pouvoir leur proposer d'aller visiter le Val d'Arly, le Beaufortain, n'importe quel territoire, on n'est pas sectaire, d'y trouver des intérêts et de faire le lien justement et de faire découvrir la montagne sur une période qui est quand même magnifique aussi au printemps et pouvoir justement interpeller les visiteurs éventuellement régionaux en disant tiens, la montagne finalement c'est pas que de la neige. Alors je vous parlais de ça. Aujourd'hui ça semble un peu plus évident, mais quand on l'a lancé c'était moins évident. Et de se dire tiens, c'est joli aussi avec des fleurs et pourquoi pas revenir cet été et découvrir, faire des montées en vélo électrique ou descendre parce que les conditions climatiques pourraient le permettre. En tous les cas, au mois de mai, on a des beaux jours aujourd'hui. Et c'était aussi de valoriser des zones humides, comme le disait Géraldine, qui sont pour les aménageurs dont je fais partie des points noirs, mais qui sont pour les habitants dont je fais partie des vraies richesses et qui justement il faut valoriser plutôt que de voir ça comme un empêcheur de construire des remontées. Si je caricature un peu la chose, c'est de dire non, c'est aussi une vraie richesse touristique qui donnera un vrai attrait à notre territoire. Voilà. Alors je sais qu'on en parle plus loin de ce festival, mais je voulais le caler là aussi parce qu'on voyait cet événement de sensibilisation annuel. Et il me semble qu'on pourrait travailler là-dessus. Alors, la ville d'Albertville, bien évidemment, est ouverte à cela, mais pour voir sur tous les territoires comment on pourrait décliner sur ce grand festival, n'ayons pas peur des mots aujourd'hui, pour l'étendre sur tout le territoire. Parce que c'est un outil qui existe déjà, en fait. On n'a pas besoin de réinventer quelque chose. Et comme c'est écrit un peu plus loin, il se cale en plus avec d'autres événements nationaux qui permettrait de faire un vrai lien en fait. Et donc sensibiliser la population, les écoles. Sur la 2e édition du festival, on a fait travailler 3 écoles qui travaillent sur l'aménagement du paysage. Et c'est vrai que les enseignants étaient ravis de pouvoir venir. Donc il y avait l'ISETA à Annecy, il y avait le Bocage sur Chambéry là-bas. Enfin, il y en avait 2 classes qui étaient venues de là-bas et qui sont très très intéressées par ces projets-là. Ok, merci. Donc, je continue. Oui, donc c'est ça. Alors, je vous ai parlé de l'appel à projet du département qui est en cours. Hein.
Donc voilà, donc à voir comment on peut arriver à voilà, motiver peut-être quelques écoles candidates sur le territoire. Et l'événement grand public 2021, savoir qu'il y aura un événement aussi, donc comme je le disais tout à l'heure, suite aux prospections naturalistes sur les 3 communes de l'agglo du PNR. Donc voilà, c'est aussi l'occasion d'aller participer à ces événements, les soutenir. Voilà pour ça. Donc voilà, on en vient à l'événement. Il faut savoir aussi qu'il y a tout un réseau d'éducation à l'environnement et au développement durable sur la Savoie. Donc voilà, comment associer aussi ces acteurs justement dans le cadre d'un festival. On peut vraiment s'adosser au Festival des Jardins Alpestres pour justement faire passer des messages. Donc on a tout pour commencer nos actions. Et il y avait aussi donc un point qui était ressorti notamment des ateliers de concertation avec les acteurs, c'était aussi voilà, pour pouvoir se déplacer un peu dans les milieux naturels, c'est important aussi d'entretenir les sentiers pour faciliter cette découverte. Et aussi en lien aussi avec l'amélioration de la signalétique sur les sentiers et peut-être voir des petits messages de sensibilisation. Voilà, je sais que voilà, par exemple cet été qui a été très fréquenté, il y a eu des problèmes de conciliation d'usage, notamment avec les agriculteurs. Donc, bien canaliser le public, c'est aussi comme ça qu'on préserve un milieu naturel, c'est de canaliser. Et puis, faire attention au piétinement des prés agricoles, les espaces naturels sensibles, voilà, on ne peut pas aller de partout. Et le milieu est sensible. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je peux passer à la dernière fiche action qu'on vous propose pour ce soir, je crois. Oui, Magda Soquet de Crévolant. Pour revenir pour les sentiers, il y a un groupe de travail qui a été créé au niveau d'Arlisère aussi pour ça, pour justement anticiper ce qu'on a pu rencontrer cet été. Je suis agricultrice aussi sur Crévolant, donc je sais de quoi je parle. Et donc, voilà, donc je me suis inscrite notamment aussi à ce groupe de travail. Donc voilà, il y a un groupe de travail qui a été créé, c'était le mois dernier, à la réunion du mois dernier sur les sentiers. Et donc voilà. D'accord, merci pour l'information. Il y a des liens à faire. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez témoigner de cette fréquentation estivale. Oui, pas toujours évidente à gérer, c'est vrai. Oui, j'ai eu retour. Ouais, ça a été compliqué. Voilà. Par rapport à ça, on est en lien avec Dorothée Meillard et puis Florent cette question-là. Enfin, les questions, elles sont transversales et les fiches actions qu'on vous présente ce soir, elles ont aussi été relues par ailleurs par les autres agents de la collectivité, donc pas de souci. Et donc, pour finir sur le thème de la biodiversité des espaces naturels, c'est aussi, en tant qu'agglo, on se doit d'être exemplaire en termes de gestion des espaces verts publics. Donc, ce qu'on souhaite proposer, c'est que 100% des communes de l'agglo sont en démarche zéro phytosanitaire dans la gestion de leur espace public. Donc voilà, parce que quand on parle de phytosanitaire, on parle de respect de la biodiversité, mais on parle de l'environnement au sens large, donc c'est la santé des habitants, c'est la santé de tout le monde en fait. Donc là-dessus, on a commencé à travailler puisqu'on a en 2017-2018, je crois, dans le cadre de TEPCV, nous avons, l'agglo a acquis 4 désherbeurs à vapeur sèche. Donc, c'est une alternative au traitement chimique voilà, dans les espaces publics, que sont les cimetières, les bordures de trottoirs, les terrains de sport, etc. Et on a communiqué donc, au début largement sur la mise à disposition qui est gratuite auprès des communes de ces 4 désherbeurs. Donc, on a envie d'aller plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on va recommuniquer là-dessus pour bien réinformer toutes les communes déjà qu'il y a cette mise à disposition voilà, pour les communes qui veulent essayer, voilà, trouver des alternatives. Il y a déjà des choses qui se font sur les communes et je pense que c'est important aussi de mettre en avant tout ça, de faire un peu la synthèse de tout ce qui se fait au niveau voilà, technique vertueuse. Voilà, c'est pas forcément simple pour les agents, donc c'est aussi les écouter et prendre un peu des retours d'expérience d'autres collectivités. Et voilà.
Donc, nous, ce qu'on veut proposer, donc, il y a cette mise à disposition gratuite auprès des communes. C'est aussi comment à un moment arriver à former aussi les agents des espaces verts. Oui, j'ai vu. Raymond, je t'ai vu. Hein, je finis juste et puis je te laisse la parole. Voilà, c'était juste pour dire que l'objectif, ça serait d'aller un petit peu plus loin, de proposer une rencontre technique en fait, pour que les agents, parce qu'on avait fait un recensement de toutes les techniques, toutes les, on va dire, voilà, toutes les actions qui sont mises en place au sein des communes. Il y a des choses qui se font. Et l'objectif, ça serait vraiment d'amener un temps de rencontre pour que les agents ils puissent parler entre eux et prendre des bonnes idées à droite à gauche et puis peut-être voilà, s'inspirer. Donc là-dessus, ça serait bien qu'on propose ça. Voilà. Raymond, si tu as une question. Non, juste une remarque pour ces désherbeurs. Ils sont sur roulette, sur roue. Oui. Parce qu'en fait, dans certains, notamment pour les cimetières, en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas les utiliser. Et il s'avère que, au Salon des maires à Paris, il y avait une excellente présentation là-dessus, où c'était des petits désherbeurs portatifs très performants. Je ne sais pas si vous êtes au courant, s'il y en a qui l'ont. Ça s'est certainement amélioré en technologie. En tout cas, nous, quand on avait rencontré plusieurs entreprises qui proposaient ce type de désherbeurs. Et c'est vrai que ceux qu'on a pris là, pourtant, c'était les moins volumineux. Mais c'est vrai que je pense que la technologie fait que voilà, ça s'améliore. En tout cas, ceux-là, voilà. C'est sûr qu'il y a peut-être d'autres équipements, mais parce que malheureusement, tous nos cimetières en montagne, ils sont vraiment pentus et l'accès est très étroit. Enfin, je pense au cimetière d'Autlus, par exemple. Oui, c'est pas adapté à tous les cimetières. Pas du tout adapté. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, je pourrais peut-être retrouver de la doc pour vous l'envoyer, ce que j'avais vu à Paris là. D'accord, ok. Et donc voilà, après il y a les désherbeurs et il y a d'autres solutions alternatives. C'est vrai que il y a aussi il y a le paillage, il y a le broyage, il y a des gestions, on appelle ça la gestion différenciée. C'est-à-dire qu'il y a des espaces qu'on va laisser plus en herbe et puis on va communiquer autour de dire pourquoi on laisse plus en herbe. Et voilà, je sais que la ville d'Albertville a vraiment beaucoup œuvré là-dedans et je pense que ça sera important qu'on ait vraiment ce retour d'expérience et pour pouvoir communiquer largement auprès des agents parce qu'il y a certains agents dans des petites communes qui se sentent un peu seuls et voilà, c'est comment arriver à… Aucun problème pour mettre à disposition Olivier Tosi sur des temps de formation, sur des demi-journées ou des heures. Lui, il adore ça, il adore transmettre. Alors, il adore faire et il adore transmettre. Donc, il n'y a pas de problème pour pouvoir remplir cet objectif, en tous les cas. Bon, c'est une bonne nouvelle. Si vous permettez, j'ai la chance de piloter les services techniques à Ugine et régulièrement, on est invité, en général, on envoie les référents espaces verts ou autres. On est invité soit par le département, soit par la région pour participer à des sessions de formation sur les nouvelles technologies. Et c'est vrai qu'à Ugine, on rebondit beaucoup là-dessus. Donc, on fait beaucoup de choses. On fait des tests, on fait des choses qui, étant donné qu'on n'a plus droit à bon nombre de produits. Donc, juste pour dire des pistes, en termes de formation, en termes de partage d'expérience, ces formations-là sont aussi intéressantes. Il faudrait juste qu'on cible bien là où on veut aller, là où on veut apprendre, là où on veut prendre, pour pas trop qu'on se disperse. Voilà. C'est simplement une petite parenthèse par rapport à ça. D'accord, merci pour l'info. Voilà. Merci. Et du coup, donc c'est Julie, je voulais savoir s'il y a d'autres communes en présence ce soir qui se posent des questions par rapport à ça. Parce qu'on pourrait envisager, avant le printemps, il y a peut-être des choses en place. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on a fait un témoignage, qu'on a envie de faire des choses sur la réalisation. Ah, mais complet. Ah oui. Tu as une remarque dessus. Toujours dans l'éolien. Alors, j'ai une remarque dans le chat. Il faudra organiser une journée rencontre des agents d'Arlisère pour pouvoir échanger et former. Oui, oui, tout à fait. Une rencontre technique, oui. Donc ça, c'est prévu aussi.
Et pour finir, donc, en fait, je crois que j'ai presque tout dit, hein. C'est ça, c'est encourager les communes à être exemplaires dans l'aménagement de leur espace public. Je l'ai dit, donc c'est pas. Voilà. Et c'est vrai qu'on est en recherche, comme le disait Julie, voilà, peut-être créer un petit groupe de travail sur ces thématiques. S'il y a des élus qui sont intéressés, voilà, pour qu'on puisse rentrer dans l'opérationnel. On va à Eugene avec Joseph Scatino et moi-même, on va participer à ce groupe en espérant que les rencontres se cumulent pas avec nos agendas, mais donc Joseph Scatino et Hubert Di Mastro Matteo. Ah, super, bah, c'est une bonne nouvelle, je note. Alors, donc, deux élus de la commune d'Ugine, hein. Voilà. Merci. Et un Bonvillard. Plus Bonville. Ah, et Julien, ah super, Julien Bénin, super. Je note. Je veux juste rebondir sur une chose par rapport à. Donc, je suis aussi président du SMBVA et vous parliez des zones humides et toutes les actions qui sont recensées, la ressource en eau, les choses comme ça. Donc, il faudra bien centraliser à un moment donné tous ces recueils d'informations, puisque nous, on a été sollicité. Alors, j'ai plus l'organisme en tête pour qu'on partage un peu nos données, puisqu'on avait un stagiaire qui avait travaillé un peu là-dessus. On partage un peu nos données, donc il faudra bien qu'on en parle avec Sophie Lecachet. Si on parle juste de la ressource en eau, parce qu'il me semble qu'il y a des voilà, il pourrait y avoir des doublons sur les structures qui récoltent toutes ces informations, donc il faudra bien voir où on centralise, qui centralise et qui est-ce qu'on sollicite pour récupérer des informations. Oui, tout à fait, oui, vous avez raison de le préciser. Mais c'est vrai que c'est vaste et varié et il faudra traiter les problèmes un par un. Et puis juste revenir sur les zones humides. Donc oui, SMBVA avait participé, avait porté un petit peu ce qui s'était fait dans le Beaufortin. À l'heure actuelle, on a aussi la chance d'avoir dans le SMBVA des communes de Megève et Pras-sur-Arly qui sont adhérentes au SMBVA. Qui ont préféré rester du côté de la Savoie et on en est bien content. Et notamment au niveau des zones humides, on a un retour d'expérience qui pourrait être très très intéressant. C'est la commune de Pras-sur-Arly avec le premier adjoint qui a fait un travail phénoménal et qui continue. Et je pense que c'est même un travail exemplaire sur lequel on pourra s'appuyer et il pourrait venir nous expliquer, puisqu'il a déjà fait des opérations de communication là-dessus pour inciter justement les communes à préserver et à remettre en activité ces zones humides. Voilà, petite parenthèse. Oui, super, merci beaucoup. Ben, on pourra justement en reparler dans le cadre de notre groupe de travail et voir comment on peut peut-être le présenter à un moment en commission. Ok. Alors, dans le cadre des zones humides, c'est vrai que les communes qui ont refait leur PLU ou réduit leur PLU, normalement, c'est des choses à faire et ça apparaît dans les PLU. Normalement. Donc, par exemple, dans la commune de Montion, on a des zones humides qui sont répertoriées. Voilà, donc, sur PLU et notamment aussi sur le corridor écologique. Oui, tout à fait. Donc, qui correspond et qui rejoint souvent votre commune. Donc, oui. Les passages d'éléments. Oui. Par exemple, en Montion, on a le corridor écologique qui rejoint la montagne des Lumières. Et ça, c'est bien notifié dans les PLU. Tout à fait. Alors, ceux qui ne seraient pas des nouveaux élus. Oui, non, mais vous faites bien de le rappeler. Regardez leur PLU dans leur commune et ceux qui des informations. Bien sûr. Merci. Bon, bah, je vous remercie. J'ai bien noté dans le chat les élus aussi intéressés. Merci beaucoup. Bah, je vous tiens informé de la suite. On trouvera une date. Je vais relaisser la parole à Julie. Et bah, du coup, on en a fini les fiches actions du plan climat. Juste pour vous dire que du coup, là, l'objectif, c'est de les renvoyer à notre bureau d'études pour qu'ils terminent de remplir la partie indicateurs et financement. Et qu'ensuite, je pense qu'il y aura une présentation qui sera faite au conseil communautaire de mars plutôt, parce que du coup, on a pris un petit peu de retard. Donc voilà, et puis on peut envisager un envoi au préfet de région et à l'autorité environnementale
d'ici la fin mars. Voilà, pour avoir leur premier retour et pour pouvoir mettre en place la concertation avec le public. Alors du coup, je ne sais pas, Raymond, est-ce que tu as relevé la main? Tu peux prendre la parole si tu veux. Ouais, ça concerne tout à l'heure l'axe 2. L'axe 2, on n'a pas parlé de la mobilité. Ouais, parce que du coup, la mobilité, les fichiers actions, elles ont été vues par la commission mobilité. Alors après, si ça vous intéresse, je peux vous les envoyer. Ah, d'accord. Elles ont été validées par la commission, mais je peux vous les envoyer si vous voulez. Non, non, mais c'est bon. Non, ok. Non, mais je regarderai, ouais. Ouais, je pourrais vous les envoyer, ouais, il n'y a pas de souci. Ouais. Du coup, je ne sais pas, est-ce que vous avez des remarques? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait complètement oublié de traiter, sur lesquelles vous voudriez revenir? J'ai conscience que ce n'était pas la commission la plus, on va dire, dynamique et l'information est très, très descendante. Pour les prochaines, on essaiera quand même de faire autrement, parce que c'est vrai que c'est même pour nous, c'est pas très agréable de lire ce qui est à l'écran. Donc du coup, Adrien vous en a parlé en début. Donc on attend vos retours au sujet de l'AMI Sequoia. Hein, si vous avez des projets sur vos bâtiments communaux, n'hésitez pas à nous les faire remonter d'ici voilà, le lundi prochain, parce que les délais ils sont contraints. Vous avez compris, il faut qu'on réponde à cet appel à manifestation d'intérêt d'ici la fin janvier. Donc on est un petit peu en urgence là-dessus. Et puis vous dire aussi que du coup, vous aviez jusqu'à la fin de la semaine pour me faire remonter vos projets solaires. Donc, je suis toujours en attente. Toutes les communes m'ont pas fait des retours. Alors, il y en a peut-être que ça intéresse pas de travailler sur ce point-là. Donc, voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des besoins de compléments d'information ou autres. Et du coup, comme la dernière fois, est-ce que certains d'entre vous ont des demandes, des propositions à faire par rapport à cette commission? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on travaille? J'avais noté donc la demande de Simon sur les outils et les modalités de financement de la rénovation énergétique. Donc, on est en train d'y travailler. Hein. Je vous proposerai quelque chose prochainement, je pense, pour vous présenter un peu ce qu'on fait à Arlisère et puis plus généralement ce sur quoi les propriétaires peuvent prétendre comme aide. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des besoins déjà identifiés en ce début de mandat? Non? Bon. J'espère que qu'on vous a pas tous perdus en route. Ce qu'on peut faire, c'est rallumer les vidéos pour se faire un petit coucou, parce qu'on s'est encore pas vu aujourd'hui. Donc voilà.